invité à prendre part à un sommet tripartite RDC-Angola-Rwanda le 15 décembre à Luanda. Sur place, en Angola, le président de la République devrait rencontrer son homologue du Rwanda. Et puis, le commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, appelle les conducteurs de taxi-moto à la vigilance la nuit, ce après un constat fait par la police d'une criminalité de nuit orchestrée par des hommes déguisés en policiers. Et à l'international, le Burkina prévoit de mobiliser 1220 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA, bien que le pays est encore loin d'atteindre cet objectif. C'était l'allée sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Commençons avec cette info. Le président Félix Tshisekedi est invité à prendre part à un sommet tripartite RDC-Angola-Rwanda le 15 décembre à Luanda. Sur place en Angola, Félix Tshisekedi devrait rencontrer son homologue rwandais Paul Kagame. C'est une initiative du médiateur Joao Lourenço dans le cadre du processus de Luanda pour la paix en RDC. Patrick Lunga nous en dit plus. Une note des services de presse de la présidence angolaise, cette initiative est l'œuvre du chef de l'État Joao Lourenço, médiateur nommé par l'Union africaine pour la recherche de la paix en RDC et la réconciliation entre le Congo et le Rwanda. Malgré les obstacles sur le chemin de la paix entre Kigali et Kinshasa, Joao Lourenço, en champion de la paix, ne baisse pas les bras et poursuit des efforts. Le sommet qu'il convoque réunira les présidents Paul Kagame du Rwanda et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État devront se rencontrer sous l'égide du médiateur Lourenço. La semaine dernière, le Congo démocratique et le Rwanda ont approuvé à Luanda un document appelé Concept d'opération, qui est un instrument censé guider la mise en œuvre du plan harmonisé pour la neutralisation de FDLR et la levée des mesures de défense du Rwanda. Le médiateur se montre optimiste et pousse ses deux homologues à privilégier le retour à la normalité entre leurs deux pays. Il faut tout de même signaler que malgré la diplomatie agressive et exemplaire de Lourenço, Kigali et Kinshasa sont loin de regarder dans la même direction. À peine le Rwanda avait-il signé pour la levée des mesures de défense que ses officiels se sont rétractés de leur engagement, exigeant aux autorités de Kinshasa l'abandon de ce qu'ils qualifient de discours de haine et obligeant Kinshasa à ouvrir un dialogue direct avec les rebelles. Et puis la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a rencontré lundi 2 décembre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les agents et cadres de son administration. La chef de la diplomatie congolaise a fait l'évaluation de ces 6 mois à la tête du ministère. Elle a également annoncé l'entrée en vigueur du contrat entre la République démocratique du Congo et la firme allemande Dermalog pour la délivrance des passeports modernes à sécuriser et conforme aux normes internationales en République démocratique du Congo. Patience Lokeke. Devant le personnel du ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, la ministre d'État Thérèse Kaikwamba a dressé le bilan de ces 6 mois à la tête du ministère, tout en dévoilant une vision ambitieuse visant à redynamiser la diplomatie congolaise. À mon arrivée, il était clair que notre ministère faisait face à des défis complexes, dont certains affectaient profondément son fonctionnement. Parmi les problèmes les plus urgents figuraient les retards dans les paiements, les équipements manquants et des projets cruciaux qui n'avançaient pas comme prévu. Cependant, il ne s'agissait pas seulement de constater ces difficultés. Il était essentiel de le consigner, d'en analyser les causes profondes et de proposer des solutions concrètes. Sur cette base, plusieurs mesures ont été prises pour répondre à ces défis. Pour les retards de paiement des diplomates et les frais de fonctionnement des missions diplomatiques, nous avons entamé une réforme visant à automatiser et bancariser entièrement le processus de paiement. Nous travaillons également à abandonner le système trimestriel au profit des paiements mensuels, bien plus adaptés à la réalité du terrain et plus respectueux des délais. Thérèse Kaikwamba a par la même occasion annoncé que le contrat Dermalog est désormais entré en vigueur et que nous serons bientôt en mesure de livrer des passeports modernes, sécurisés et conformes aux normes internationales. Pour le projet de nouveau passeport, je suis heureuse de vous annoncer que le contrat Dermalog est désormais entré en vigueur et que nous serons bientôt en mesure de livrer des passeports modernes,
sécurisée et conforme aux normes internationales. En parallèle, nous avançons sur un projet stratégique visant à doter la République démocratique du Congo de sa propre capacité de production de passeports, un jalon important pour notre souveraineté. Parmi les perspectives 2025, il y a notamment la transformation de l'Académie diplomatique en l'Institut panafricain de relations internationales pour le développement en partenariat avec le PNUD, acquisition de nouvelles chancelleries et résidences à l'étranger, la 3e conférence diplomatique 2025 qui, pour la première fois, dotera la RDC d'une vision stratégique et d'une politique étrangère globale. Toujours dans le même registre, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, plaide pour que le gouvernement mette des moyens conséquents à sa disposition afin de lui permettre de bien mener son objet social. Cette demande a été faite à la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kai-Kwamba-Wagner, lundi 2 décembre, lors d'une audience qu'elle a accordée au président de la CNDH, Paul Ntsapou. Les deux personnalités ont abordé également la question relative à la politique extérieure de la CNDH ainsi que la situation des droits de l'homme engendrée par les conflits dans l'Est de la RDC et la candidature de la RDC. Je vous propose de suivre le coordonnateur de la CNDH au micro de Patience Lokeke. Avec la chef de la diplomatie classique dans notre pays, la Mineta, nous avons donc parcouru tout un tas de problèmes qui touchent à la situation des droits de l'homme dans notre pays, notamment la question de l'Est du pays, et qui la mène un peu partout, déployer une diplomatie que j'ai citée, cette diplomatie classique. Alors, nous avons également parlé du fonctionnement de la CNDH avec les défis que cette institution d'appui à la démocratie rencontre dans son fonctionnement journalier et sa présence sur l'ensemble du territoire national lorsqu'il y a des questions d'enquête. Donc, l'État congolais doit absolument soutenir son institution nationale des droits de l'homme, qui est la CNDH, pour que cette CNDH fasse correctement son travail et accompagne la présence, l'entrée, si vous voulez, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de la RDC pendant 2 mandats, et même ce qui va advenir à Rome, plutôt à New York, en ce qui concerne sa candidature, sa présence, nous l'espérons bien, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. Le gouvernement doit absolument soutenir concrètement sa Commission nationale des droits de l'homme pays, notamment avec des moyens, en libérant des moyens conséquents pour que la CNDH soit sur le terrain des enjeux liés aux questions des droits de l'homme. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police recommande la vigilance aux conducteurs de taxi-moto qui transportent les passagers nuitamment dans la ville de Kinshasa. Blaise Kilimbalimba tire la sonnette d'alarme après le constat fait par la police d'une criminalité de nuit perpétrée par des hommes déguisés en policiers. Francine Moukeba nous en dit plus. Dans une ville où la criminalité monte, les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba, commandant de la police de Kinshasa, attirent l'attention des motocyclistes sur la sécurité. Sécurité, c'est un affaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un rôle à jouer. Mboka moko te ba déployer la police na nako ya nyonso to na quartier ya nyonso. Mboka moko te système de surveillance. Mais l'État va pas surveiller, yo za comprendre que moto yo za soit na mission privée. Et c'est comme tout. Yo suis pas. Ceux qui vont maîtriser le conseil de famille, les clients vont dire loin pour qu'ils puissent pour les commissaires font savoir que plusieurs malfaiteurs se font passer pour des officiers de la police. Ils prennent au piège des motocyclistes naïfs.
bakoya baza na teni na mandoki omoniki imite na ye yango l'habit ne fait pas le moine akoki kozala ayebi teni na biso ya polisi ayebi teni na biso ya armée alati yango yokanisa armée régulière. En attendant que la police mette la main sur ces malfrats, la prudence sera l'attitude à avoir pour tous les motocyclistes. Autre chose, à moins de 7 jours de l'ouverture officielle des États généraux du portefeuille qui se tiendront du 9 au 14 décembre prochain au centre financier de Kinshasa, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, ne ménage aucun effort pour faire des entreprises du portefeuille un levier de croissance économique et de développement social en RDC. Mais qu'en est-il de la finalité et des objectifs de ces assises 24 ans après? Réponse dans cet extrait choisi par Dieudonné Bonali. Les entreprises du portefeuille de l'État jouent un rôle important dans l'économie d'un pays et sont un vecteur de croissance de l'économie, contribuent au produit intérieur brut, contribuent au budget de l'État, participent à la création des emplois, produisent des biens et services destinés à la consommation à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Elles ont une mission de service public aussi. Et donc, de ce point de vue, on a besoin des entreprises publiques performantes. Et les problèmes qui se posent à nos entreprises publiques, sinon à nos entreprises du portefeuille de l'État, c'est que depuis plusieurs décennies, elles sont devenues moins performantes. La question est de savoir, mais comment ces entreprises qui jadis ont contribué à l'émergence de l'économie de la République démocratique du Congo sont-elles moins performantes? Il se pose autant de questions. Il faut donc diagnostiquer. Et on part de la mauvaise gouvernance, parce qu'on pose la question de la gouvernance, on pose la question de la gestion, mauvaise gestion, on pose la question de l'approche stratégique que nous avons en tant que gouvernement vis-à-vis de ces entreprises. Et quelle est la place que le gouvernement, l'État puissance publique, donne-t-il à l'État actionnaire? Et comment l'État lui-même entrevoit-il ce rôle? Voilà pourquoi donc il était question de pouvoir organiser ces États généraux 24 ans après, pour que tous les acteurs scientifiques, acteurs politiques, gestionnaires, sociétés civiles, que sais-je encore, puissent se mettre ensemble pour un diagnostic sans faille, sans gants, d'une part, et d'autre part, et c'est pas ça la finalité, pour pouvoir sortir de là avec des recommandations qui vont être déclinées en réformes éventuelles et qui nous permettent finalement d'améliorer substantiellement, la performance de ces entreprises. Et pour parler des États généraux du portefeuille, nous avons un intervenant ce soir. Il s'agit de Dieudonné Bonali, journaliste économique à Géopolis Télévision. Bonsoir à vous. Bonsoir Damani Mujinga. Alors Dieudonné Bonali, pour parler de ces États généraux du portefeuille, est-ce que cela concerne aussi les entreprises minières? Affirmatif Damani Mujinga, mais rappelez-moi d'abord, permettez-moi de vous rappeler d'abord que le thème général de ces États généraux du portefeuille, c'est faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social en République démocratique du Congo. Selon le ministre du secteur Jean-Lucien Boussa Tongwa, il s'agira de faire un diagnostic sans faille, sans gants, comme vous l'avez suivi dans cet élément, qui va conduire non seulement aux recommandations, mais celles-ci seront à leur tour transformées en feuille de route gouvernementale qui sera proposée au Conseil des ministres pour adoption afin de réformer les entreprises publiques et surtout fixer un nouveau cap. Mais Dieudonné Bonali, est-ce qu'il existe encore des entreprises, est-ce qu'il y a des entreprises publiques performantes en RDC? Permettez-moi d'abord de dire que les États généraux du portefeuille concernent aussi les entreprises minières. Nous en avons plus de 10
J'en ai recensé quelques-unes. Nous avons la Cominière, la Gécamine, Kisenge Manganèse, la Société d'Iteril de Lubumbashi Estelle, et l'entreprise générale du Cobalt, la minière de Bakwanga, la société orifère de Kivu Maniema, la société orifère de Kilomoto Sokimo, nous avons la Sodimico, nous avons la Socidaire. Cette liste n'est pas exhaustive. Vous allez constater avec moi que la majorité de ces entreprises sont appelées aujourd'hui des canards boités. Ces entreprises ne produisent même pas. Elles déclarent presque des bilans négatifs. Or, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, quand il a sollicité le second mandat au peuple congolais, il avait comme projet de société aussi de créer 6,5 millions d'emplois en 5 ans. Or, pour créer les emplois dans Mani Mujinga, l'État ne peut pas compter seulement sur les investisseurs privés ou les entreprises privées ou des particuliers. L'État lui-même est investisseur par excellence. Donc, la création de l'emploi doit commencer par l'État lui-même. Mais comment un État qui a des entreprises qui ne produisent pas? Vous allez constater parmi les entreprises minières que j'ai citées, certaines ne produisent même pas, elles sont devenues des entreprises de rente. D'autres sont même incapables de produire même une tonne d'or. Il y a d'autres qui sont presque en quasi-faillite. Voilà les décors et comment se trouvent nos entreprises actuellement. Et 24 ans après, en arrivant à la tête de ces ministères, Jean-Lucien Boussa a dit, mais pourquoi ne pas organiser les états généraux du portefeuille? J'ai quelques idées, mais je suis membre du gouvernement, je ne décide pas seul. Pour réformer ces entreprises, il faut l'aval du gouvernement, dont je suis membre. Voilà pourquoi il organise du 9 au 14 décembre de cette année ces états généraux. Vous avez posé une question qui est celle de savoir, est-ce qu'il existe encore une entreprise publique viable qui produit des recettes et qui sont distribuées à ses actionnaires? Mais ici, pour toutes ces entreprises publiques, l'actionnaire majoritaire, c'est l'État congolais. Par exemple, pour la Gécamine, c'est l'État congolais qui est actionnaire à 100%. Idem pour d'autres entreprises. Si je cite certaines entreprises ici, d'autres vont dire, mais pourquoi nous? Vous avez l'habitude d'écrire pour nous. Mais dans Mani Mujinga, il n'y en a pas 5. Il n'y en a pas 5. À part la... au bout de doigt. Elles sont à compter au bout du doigt, à part la Caisse nationale de sécurité sociale, la Gécamine, et puis la Société Terril de Lubumbashi. En tout cas, on n'en a pas plus de 5 qui sont économiquement viables. C'est-à-dire qui n'ont pas de dettes, qui produisent, qui créent de l'emploi, qui participent à notre croissance économique. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, merci à vous, Dieudonné Bonali, pour ces éclaircissements. Merci aussi à vous, Damani Munzinga, pour l'invitation. Poursuivons avec ce journal. Dans une lettre adressée récemment au président de l'Assemblée nationale avec ampliation à toutes les autorités compétentes, le management de la société minière Chomka Ressources et ses 4 filiales congolaises dénoncent l'occupation arbitraire et illégale de ces concessions minières par Strateos Group et les sociétés privées chinoises associées avec l'appui de certains militaires lourdement armés, notamment au village de Lugusha et Kamituga au sud Kivu, à Namoya au Maniema, faisant partie des premiers miniers de l'ex-Banro acquis légalement et exclusivement par Chomka Ressources. Nous y reviendrons avec force détail. Et puis du lundi 26 au samedi 30 novembre, le Centre culturel des arts d'Afrique centrale a accueilli la 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme, un événement organisé par le ministère national du tourisme, par le ministre national du tourisme Didier Piambia. Le thème de cette édition, tourisme et paix, visait à valoriser les atouts touristiques de la République démocratique du Congo tout en promouvant la destination RDC de manière durable. Retour sur cette activité avec Rosie Thioyo et Eli Kabea.
La manifestation a réuni des participants venus de toutes les provinces du pays, y compris des ministres provinciaux en charge du tourisme. Parmi les provinces présentes, le Lualaba, qui dispose d'atouts considérables favorisant le développement touristique, a fait part de ses initiatives pour accompagner la vision du ministre national dans la promotion du tourisme à travers le pays. Plusieurs autres stands représentant différentes provinces ont présenté la diversité et les richesses naturelles de la RDC, mais aussi des projets innovants pouvant favoriser le secteur touristique. Alors nous sommes, comme je le disais, dans le secteur du transport. On s'appelle multiforme parce qu'on est dans plusieurs domaines du transport. On est dans le réseau scolaire. En ce qui concerne le réseau scolaire, nous apportons des valeurs ajoutées, notamment la possibilité pour les parents de suivre en temps réel les mouvements de leurs enfants. Si vous voyez sur la table, vous verrez il y a un appareil qui permet de faire le check lorsque l'enfant monte dans le bus. Et c'est cet appareil aussi, à travers une application, qui permet aux parents de vraiment suivre le mouvement des élèves. Nous avons attiré l'attention de la population pour qu'ils viennent se faire former chez nous et qu'ils s'intéressent aussi à l'agriculture. Généralement, les jeunes ne veulent pas entreprendre dans le secteur agricole. Ils sont plutôt dans le e-commerce. Donc, cette activité organisée par le ministère du Tourisme nous a permis de montrer la face du monde, même au public quinois, ce que nous sommes en train de faire et ce que nous sommes. Plusieurs participants ont loué l'initiative et exprimé leur reconnaissance auprès du ministre du Tourisme pour l'organisation de cet événement. On a pu pouvoir expliciter, montrer un peu la diversité de la RDC à travers l'écosystème de projet qui doit pouvoir lancer bientôt, là, je crois qu'en 2025, ça va déjà débuter. Et ça va faire en sorte que les Congolais puissent comprendre et voir un peu ce qui est le merveille de la République démocratique du Congo. Je suis tellement content de participer à cette semaine congolaise du tourisme parce que c'est une semaine à caractère pédagogique. Parce que grâce à cette semaine, nous avons beaucoup appris sur les méandres du fonctionnement du tourisme. Et nous avons compris que le tourisme est au centre. Il y a une connexion avec tous les ministères du pays. Et c'est suite à cette semaine généreuse. Et c'est une joie de notre part. Clôturant la semaine du tourisme, le ministre Didier Mpambia a souligné l'importance des synergies entre les acteurs du secteur touristique et ceux du développement local, notamment à travers le programme du développement local PDL 145 territoires, affirmant que cet écosystème représente une réalité déjà opérationnelle, avec des exemples concrets comme la chaufferie de Bunkeya. Mesdames et messieurs, faisons place à présent à la page internationale. Après avoir levé 900 millions de dollars lors de sa première émission domestique d'obligations en dollars en septembre, le Nigeria revient sur les marchés financiers internationaux avec une nouvelle émission d'eurobonds, sa première sortie sur le marché international des capitaux depuis plus de 2 ans. Blaise Kouzola nous en dit plus. Le Nigeria a lancé une émission d'eurobonds marquant son retour sur le marché financier international pour la première fois depuis mars 2022 lorsqu'il avait levé 1,25 milliard de dollars à un taux de 8,375% via un eurobond sur 7 ans. Avec cette opération, le gouvernement de Bola Tinubu cherche à réduire les déficits budgétaires croissants du pays le plus peuplé d'Afrique. Le gouvernement nigérian prévoit d'élever 500 millions de dollars par les biais d'obligations à 6,5 ans ainsi qu'une émission de référence à 10 ans dont le montant pourrait atteindre 1,2 milliard de dollars selon les sources proches du dossier. Les rendements indicatifs sont estimés à environ 10,125% pour les obligations à court terme et 10,625% pour celles à maturité plus longue. Abuja avait déjà annoncé le mois dernier son intention d'élever 2,2 milliards de dollars auprès d'investisseurs étrangers pour combler son déficit budgétaire, dont 1,7 milliard de dollars en euros obligations et 500 millions de dollars en soukouk islamique.
Cette émission, gérée par des poids lourds du secteur financier tels que Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase et Standard Chartered, devrait être financée d'ici le lundi 9 décembre. Les obligations seront cotées sur le marché principal de la Bourse de Londres. Cette opération intervient dans un contexte de reprise des émissions souveraines en Afrique subsaharienne, une région durement touchée par la hausse de taux d'intérêt mondiaux en 2022. Cette année, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Sénégal et le Cameroun ont renoué avec les marchés des capitaux internationaux. Classés CAA1 par Moody's et B par SP Global et Fitch, le Nigeria est confronté à des défis économiques majeurs. Ses recettes publiques sont grevées par une faible collecte fiscale, de perturbations dans la production de pétrole brut et un manque de diversification économique. En septembre, le pays avait levé 900 millions de dollars lors de sa première émission domestique d'obligations libellées en dollars destinée à soutenir le budget annuel. Et puis pour 2024, le Burkina Faso prévoit de mobiliser 1220 milliards de francs CFA sur le marché financier régional de l'UEMOA, un objectif ambitieux qui dépasse les réalisations de 2023. À Ouagadougou est encore loin d'atteindre cet objectif. Suivez. Après avoir levé 130 milliards de francs CFA sur les compartiments syndication du marché financier régional à mars dernier, le Burkina Faso vient une nouvelle fois de boucler une opération de la même envergure fin novembre avec à la clé 103,92 milliards de francs CFA mobilisés, soit un taux de souscription de 103,9%. L'objectif initial des 100 milliards de francs CFA a ainsi été dépassé lors de cette opération qui s'est déroulée entre le 27 octobre et la semaine dernière. L'empreinte obligataire, conduite par Coris Bourse en qualité d'arrangeur chef de file, était répartie en deux tranches. La première visait à mobiliser un montant de 60 milliards de francs CFA à un taux d'intérêt de 6,50% sur une maturité de 5 ans, avec 2 ans de différé. La seconde tranche, d'un montant de 40 milliards de francs CFA, est assortie d'un taux de 6,80% avec une échéance de 8 ans et 3 ans de différé. Les titres devraient être cotés sur la BRVM dans les prochaines semaines. Les détails de l'opération n'ont pas encore été rendus publics. Cette levée de fonds était devenue nécessaire pour compenser la baisse de financement extérieur. Les fonds récoltés permettront de financer des projets d'infrastructure et de développement prioritaires pour soutenir la relance économique et sociale alors que le pays fait face à des défis sécuritaires importants. Cette opération s'inscrit dans un programme global visant à mobiliser 1120 milliards de francs CFA en 2024 après une performance en demi-teinte en 2023 où les levées avaient été inférieures à 1000 milliards de francs CFA. Une opération similaire en mai 2024 avait déjà permis de collecter 130 milliards de francs CFA. Malgré ses succès sur les marchés financiers, le Burkina Faso reste confronté à des défis de détail. La persistance des tensions sécuritaires limite l'attractivité économique du pays, tandis que les besoins sociaux, notamment en matière d'éducation et de santé, restent immenses. À cela s'ajoute une pression croissante sur la gestion de la dette publique, alors que les rendements exigés par les investisseurs sur les titres burkinabés restent très élevés. Ces derniers mois, ils ont même atteint 9% pour certaines maturités inférieures à 3 ans. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse, sélection et commentaires de Patrick Ilunga. Bonsoir, ouvrons cette revue avec Forum 2As. Le quotidien met en manchette: à Isiro, Fachi rappelle à l'Église sa vocation à demeurer neutre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, au cours de la messe marquant le 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Anouarite, célébré le lundi 2 décembre à Isiro, dans la province du Haut-Ouélé, rappelé à l'Église catholique son devoir de neutralité en lui demandant d'être véritablement au milieu du village.
Cette interpellation intervient alors que certaines déclarations émanant d'hommes en soutane et col blanc suscitent un malaise croissant dans l'opinion publique, brouillant les lignes entre l'engagement religieux et l'arène politique, écrit Info 27. Sur le même sujet, le Phare renchérit en soulignant que le président de la République a mis en garde contre ceux qui veulent manipuler la population déjà meurtrie par le martyre d'Anouarité. N'écoutez pas les chants des sirènes qui visent à vous maintenir dans l'asservissement, a lancé le président de la République. Sur un tout autre sujet, la prospérité titre « Diagnostic profond attendu des états généraux du portefeuille », Jean-Lucien Boussa affirme que les réponses permettront de changer de paradigme. Les états généraux du portefeuille se tiendront bel et bien du 9 au 14 décembre 2024 au centre financier de Kinshasa. S'exprimant sur le sujet, le ministre Jean-Lucien Boussa a explicité qu'il sera question, lors de ce rendez-vous, de poser le vrai diagnostic en examinant le mot dont souffrent les entreprises du portefeuille de l'État pour des solutions durables. Est-ce le mal de gouvernance? Est-ce le problème de gestion, de vision stratégique? Est-ce le mal du déficit de l'intervention de l'État? Est-ce le mal de cohérence de politique? Est-ce le mal du profil des mandataires? Est-ce le problème des motivations des mandataires, des recrutements du personnel, surendettement des entreprises? S'interroge le ministre Jean-Lucien Boussa. Il rassure que tous ces mots seront passés en revue et les vraies réponses vont permettre de changer de paradigme. Toujours dans le domaine économique, bouclons cette revue avec la référence plus. Le tabloïd s'intéresse à un projet de construction d'une ligne électrique. La construction d'une nouvelle ligne électrique d'interconnexion de 64 km entre la République démocratique du Congo et la Zambie a été au centre des échanges à Lusaka entre le ministre congolais des ressources hydrauliques et de l'électricité et son homologue zambien. Le ministre Teddy Luamba a notamment annoncé le projet d'interconnexion de 330 kV entre Kalumbila en Zambie et Kolwezi en République démocratique du Congo. À ce sujet, selon le ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité, lors des échanges, la délégation congolaise a exprimé sa préférence pour une ligne de 330 kV plutôt que 220 kV, avec une mise à niveau prévue en République démocratique du Congo grâce à des financements privés de DRC Mining Client. Fin de cette revue de presse. Au revoir. C'est ainsi que nous mettons un terme à ce journal. Place au rappel des titres. Le président Félix Tshisekedi est invité à prendre part à un sommet tripartite RDC-Angola-Rwanda le 15 décembre à Luanda. Sur place en Angola, le président de la République devrait rencontrer son homologue du Rwanda. Et puis, le commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, appelle les conducteurs de taxi-moto à la vigilance la nuit, ce après un constat fait par la police d'une criminalité de nuit orchestrée par des hommes déguisés en policiers. Et à l'international, le Burkina Faso prévoit de mobiliser 1220 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA, bien que le pays est encore loin d'atteindre cet objectif. C'en est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Surtout, portez-vous bien et à la prochaine.